Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Ça tombe bien que vous soyez là. La semaine en termes de politique monétaire est assez dense. On va commencer évidemment par Mario Draghi, votre successeur, qui laisse entendre que si, je dis bien si, parce que c'est conditionné, l'inflation ne remontait pas. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mario Draghi? Eh bien que la BCE pourrait prendre de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire. Qu'est-ce qu'on entend? On entend, pourquoi pas, potentiellement rachat d'actifs supplémentaires, baisse des taux. Il a eu raison, Mario Draghi, d'envoyer des signaux apaisants au marché. Ça leur a plu en tout cas les marchés, pour le coup. Oui, non, ils n'ont pas été ignorés en effet des marchés et des observateurs. Je crois qu'il faut replacer dans le discours de Mario dans le contexte suivant. Beaucoup de critiques s'étaient exprimées, se sont exprimées, et s'expriment toujours d'ailleurs, sur les marges de manœuvre de la Banque Centrale Européenne, de la politique monétaire européenne, dans l'hypothèse d'un nouveau coup de tabac, dans l'hypothèse oui, c'est un vrai sujet, bien sûr, d'une crise, d'une récession. Et d'une récession importée des États-Unis. Vous savez qu'on parle beaucoup de récession prochaine aux États-Unis. Ce ne serait pas normal, d'ailleurs, à vrai dire, que nous ayons une inflation importée des États-Unis, parce que dans le cycle économique, nous avons un décalage d'à peu près 3 ans et demi, mais peu importe. Donc l'idée était de dire, ne croyez pas une seconde que nous soyons désarmés. Et donc il a repris, si vous voulez, toute une série d'éléments qui permettent de dire, on ne serait pas dans une hypothèse très très négative, qui a été un peu oubliée, les marchés ont totalement oublié, si vous voulez. Ils ont oublié la conditionnalité, ils l'ont pris pour argent comptant. La conditionnalité, et ils ont eu tendance à prendre ça comme une annonce de nouvelles mesures, je crois à tort. Je crois à tort. Ceci dit, en effet, le fait que l'idée d'une récession américaine s'accrédite autant, l'idée que la Banque centrale américaine elle-même, et là c'est le second sujet peut-être, s'engage, si vous voulez, dans une voie de plus grande accommodation, et donc renverse totalement le cours de sa politique monétaire, qui était jusqu'à une période assez récente, période de hausse des taux. Encore il y a 6 mois. Et encore il y a 6 mois, la Fed prévoyait 2 hausses de taux sur 2019. C'est devenu plat. Et puis en 6 mois. Absolument. Mais c'est une double inversion, si vous voulez. La dérivée, si je puis dire, de l'augmentation, oui, était positive, est devenue nulle, et puis maintenant elle est négative. Donc c'est un phénomène effectivement qui a eu tendance, à mon avis, qui a eu tendance à colorer en fait l'interprétation des marchés, quoi que disent les banques centrales. Mais fondamentalement, le problème, à mon avis, si vous voulez, est que les banques centrales sont considérées par les marchés comme étant les seuls partenaires qui ont toutes les clés en main, ce qui est totalement faux, naturellement. On ignore complètement les autres acteurs de la vie économique, de la vie financière et implicitement aussi de la vie monétaire, parce qu'ils ont une influence considérable sur l'ensemble, disons, de l'environnement des banques centrales. Et là, alors, les gouvernements, les parlements, aux États-Unis, au Japon, en Europe, et les partenaires sociaux aussi, parce qu'il faudra qu'on y revienne, mais on a un problème très très sérieux de coûts unitaires de production qui sont pratiquement plats ou très plats, et qui donc provoquent une inflation. En gros, l'inflation, si vous voulez, je simplifie outrageusement, ce sont les coûts unitaires de production. Et donc, quand on est dans une période où les coûts unitaires de production sont très peu dynamiques, au Japon très peu dynamiques, en Allemagne absolument pas dynamique comme il devrait. Oui, quand on a en économie de marché, jusqu'à présent, si je puis dire, quand on est au plein emploi, qu'on a à l'évidence des entreprises qui pourraient répondre positivement à des demandes d'augmentation, on se trouve, pour des raisons qui sont très profondes, sur lesquels on peut revenir, qui sont probablement dus à la globalisation. Le vieillissement démographique, les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies jouent aussi un rôle important. L'angoisse de perdre son travail. L'angoisse est telle, si vous voulez, de perdre son travail, même dans les pays qui ont le plein emploi, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays européens, mais même dans les pays qui ont le plein emploi, l'angoisse de perdre son travail fait que vous arbitrez en faveur de la préservation du job plutôt qu'en faveur de l'augmentation de vos propres salaires. On touche le nœud du problème, Jean-Claude Trichet. Cette inflation, par le passé, elle aurait dû revenir, c'est ce qu'on nous avait appris, quand on est au plein emploi, ça revient, elle a disparu, notamment en termes de salaire. Et là, c'est tout un dogme qui s'effondre, c'est toute une théorie économique qui s'effondre. Vous avez tout à fait raison. Il y a des explications économiques, vous venez d'en évoquer quelques-unes. Les dimensions, le nombre de dimensions concernées est assez important. Encore une fois, la globalisation, l'intensification de la compétition, les nouvelles technologies, les réformes permanentes du processus de production, qui mettent un certain nombre de
travailleurs, d'employés, d'ouvriers, dans une situation où, encore une fois, ils arbitrent pour le travail et sa préservation, et pas en faveur de l'augmentation de rémunération, comme c'était le cas dans le passé. C'est un vrai problème. C'est un problème pour les banques centrales, parce que c'est leur mandat. C'est le mandat de la BCE, si l'inflation est 2% juste en dessous. Oui, certains pourraient dire, ça simplifie la vie des banques centrales, c'est formidable. Et c'est vrai que du point de vue de la lutte contre l'inflation, c'est en effet un environnement extrêmement favorable. Simplement, le problème, c'est la menace de la matérialisation de la déflation. Ouais. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est un problème, nous avons un problème, je dirais particulièrement caricatural au Japon et en Allemagne. Je dis l'Allemagne parce que l'Allemagne, dans son inflation nationale, est le plafond des inflations nationales des autres pays de la zone euro. Car si les autres pays de la zone euro avaient des coûts unitaires de production augmentant plus que les Allemands et une inflation nationale supérieure à celle des Allemands, ils perdraient de la compétitivité par rapport au pays qui est le plus compétitif de loin. Mais le fait que l'inflation allemande soit le plafond est un problème énorme pour la Banque centrale européenne, parce que la dernière lecture de l'inflation en Allemagne, c'est 1,4. Ouais. Donc si 1,4 est le plafond, 1,2 en moyenne en zone euro. Comment la Banque centrale européenne peut-elle arriver, disons, à faire osciller en quelque sorte l'inflation autour de 2%, ce qui est bien entendu sa définition de la stabilité des prix. Jean-Claude Trichet, ça vous a surpris quand même, je reviens au discours de Mario Draghi, qu'il aille aussi loin, même s'il a conditionné ce discours choc, qui a été qualifié souvent par certains experts de discours choc, ça vous a surpris quand même? Je ne suis surpris de rien, moi. Disons simplement qu'en effet, beaucoup des choses qu'il a dites avaient déjà été dites auparavant, mais ont été, à mon avis, surinterprétées, parce qu'on a complètement oublié que c'était dans l'hypothèse d'une situation gravissime et pour répondre à des critiques qui avaient été assez véhémentes, et notamment venues de l'autre côté de l'Atlantique. Vous savez, il y a beaucoup d'économistes qui disaient « la Banque centrale européenne n'a plus aucune marge de manœuvre ». Et donc, comme on est sûr que la politique budgétaire ne sera pas utilisée comme elle devrait l'être, parce que beaucoup de pays n'y tiennent pas du tout, et suivez mon regard, évidemment, un pays important de l'autre côté du Rhin. Donc l'idée était, les Européens sont complètement désarmés, ils ne pourront pas lutter contre la récession, disons, pour parler clair. Ou éventuellement une crise, un choc de crise qui viendrait de manière inopinée. Donc voilà ce que je comprends, si vous voulez. Mais quand on regarde dans le détail ce qu'il a dit, ça correspondait à des choses qui avaient déjà été dites dans le passé. En même temps, on se pose la question de se dire, on sait que le mandat de Mario Draghi arrive à échéance fin octobre. Est-ce que son successeur sera engagé par cette promesse? Pas sûr. En quoi est-ce que le successeur sera lié ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il ne prend pas le risque de lier les mains de son successeur? Non, n'oubliez pas que toutes les décisions qui sont prises par les banques centrales, c'est le cas aussi aux États-Unis comme en Europe, sont collégiales. Donc les décisions sont prises par un collège et en fonction des circonstances qui sont analysées en permanence. Et il faut d'ailleurs les analyser en permanence, puisqu'encore une fois, l'environnement peut changer. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont eu tendance à changer assez récemment. Et il y a un point qui est très important pour qu'on comprenne pourquoi les critiques sur les Européens peuvent être assez véhémentes, c'est que nous sommes plus vulnérables que les Américains eux-mêmes à une intensification du protectionnisme mondial. Parce qu'on est plus ouvert. On est beaucoup plus ouvert. Quand vous faites l'addition export plus import sur produit intérieur brut, vous avez à peu près 50% selon une certaine méthodologie pour les Européens, 27% pour les États-Unis. Donc deux fois. Donc c'est eux qui mènent la guerre commerciale, mais c'est nous qui en payons les conséquences. 2 fois plus ouvert, ce qui est très positif, 2 fois plus plongé dans un univers de compétitivité mondiale, ce qui est très positif, et 2 fois plus vulnérable si on est dans une phase de protectionnisme et de baisse du commerce international. Par ailleurs, et ça c'est très négligé, dans la participation à la Global Value Chain, à la chaîne de valeur mondiale, nous sommes également 2 fois plus impliqués et intégrés dans la chaîne de valeur mondiale que les États-Unis. Donc c'est vrai en ce qui concerne le volume du commerce et c'est vrai en ce qui concerne la qualité, si je puis dire, d'intégration dans la chaîne de valeur internationale. Donc effectivement, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis au niveau de l'exécutif américain est très très grave. Ce qui rend d'ailleurs d'autant plus choquant, très choquant, les accusations
contre les Européens, ou le traitement des Européens comme s'ils étaient un ennemi des États-Unis. Ça, c'est vraiment très, très choquant, très, très anormal, enfin, très... On a commencé un peu à s'habituer. Hein. Oui, mais enfin, quand même. Oui, non, ça a eu une influence. Ça a une influence sur la perception mondiale, ça a eu une influence en Asie. Le fait que les États-Unis se comportent mal vis-à-vis des Européens, très mal dans ce domaine, est une anomalie gravissime qui est vue par le monde entier et qui est incomprise naturellement du monde entier, mais personne ne met en doute que c'est bien effectivement l'attitude de l'exécutif américain. Si on doit lire entre les lignes, encore une fois je reviens et après on change de sujet, sur le discours de Mario Draghi, quand il dit si la crise a montré une chose, c'est que nous utiliserons toute la flexibilité permise par notre mandat. Il faut comprendre qu'un nouveau QE est possible, de nouveaux rachats d'actifs en centaines de milliards d'euros, que c'est possible. Si je puis me permettre, lorsque nous avons la crise de 2007, nous avons décidé de donner de la liquidité sans aucune limite. Ça n'avait jamais été fait et c'est aujourd'hui d'ailleurs généralisé. Mais on a inventé, et en l'occurrence... C'était le SMP, hein, c'était le programme SMP. Non, ça c'est le 9 août 2007, le début, si vous voulez, de la décision de donner de la liquidité sans aucune limite. On nous a demandé 95 milliards d'euros, on a donné 95 milliards d'euros. Mais ce concept a été éprouvé, disons, inventé à ce moment-là, le 9 août 2007, et il est maintenant généralisé dans toute la zone euro. On a fait, en effet, le SMP, de l'achat ciblé des trésors grecs, irlandais, portugais. Après, il y a eu l'OMT. Puis de l'achat ciblé des trésors italiens et espagnols. Puis, donc on a une longue séquence, en effet, de décisions qui ont toutes été extrêmement critiquées, d'ailleurs, en leur temps. J'en ai beaucoup souffert moi-même de critiques perpétuelles sur les novations qui étaient nécessaires. Je crois que, franchement, l'observation européenne, les opinions publiques européennes ont bien vu que ces décisions, y compris l'OMT, évidemment, y compris le QE, ont au total était nécessaire. Évidemment. Mais là où je veux en venir, Jean-Claude Trichet, c'est que la dernière fois où Mario Draghi nous a dit que la BCE allait utiliser tous ses outils monétaires, les taux directeurs encore plus, et le QE, c'était la crise des dettes souveraines. C'est-à-dire qu'on se dit, la situation aujourd'hui économique n'a rien à voir avec ce moment-là où c'était dramatique. Et là, on a du mal à comprendre pour le coup. Non. Encore une fois, mais vous l'avez dit vous-même, on se place là dans l'hypothèse où on a à faire face à soit une crise très grave qui vient de manière inopinée, soit la récession. Et encore une fois, je l'espère à tort, mais ce thème de la récession proche est un thème américain qui explique d'ailleurs, dans une certaine mesure aussi, les pré-annonces qui ont été faites aux États-Unis. Je parle sous votre contrôle, Jean-Claude Trichet. La BCE a acheté 2600 milliards d'euros dans le cadre de son QE d'actifs, qu'elle a mis à son bilan qui est à 4 000 et quelques, 4 500 milliards d'euros. Et l'inflation aujourd'hui, elle est où l'inflation? Elle est à 1,2% en zone euro. En quoi est-ce qu'on conditionne tout ça évidemment? S'il y avait un nouveau QE, en quoi ça permettrait vraiment d'aller vers ces 2% de cible d'inflation juste en dessous? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment marché hier, marcherait aujourd'hui, alors qu'on a déjà acheté 2 500 milliards d'euros? On a déjà dit pourquoi on avait une inflation anormalement faible. Il serait plus juste de dire que les anticipations d'inflation, dans une perspective de moyen terme, parce que n'oubliez pas, on raisonne toujours à moyen terme, et dans une perspective de stabilisation, d'ancrage des anticipations d'inflation. Là, on serait plutôt à 1,7% quand vous interrogez les uns et les autres. Dans les enquêtes qui sont faites en Europe, on est plutôt, si vous voulez, en ce qui concerne l'inflation à venir... À 5 ans, dans 5 ans Non. Ça c'est une inflation anticipée par les marchés. Exactement, qui est au plus bas. Oui, qui est basse, mais enfin, il y a des éléments techniques. Donc il faut regarder ça de très près. Mais quand vous interrogez finalement les observateurs européens, ils n'ont guère de doute sur le fait que l'ensemble des actions qui ont été prises par la Banque centrale européenne vont conduire, si vous voulez, à être assez proche finalement du fameux moins de 2, mais proche de 2. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Mais c'est vrai, si vous voulez, qu'on est
encore une fois, partout dans le monde, aux États-Unis comme au Japon, comme chez nous, dans une situation anormale. C'est un nouveau paradigme. Qui ne dépend pas, nouveau paradigme, anomalie. Qui ne dépend pas que des banques centrales. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est très important qu'il y ait mobilisation. Et les banques centrales doivent avoir, à mon avis, un discours beaucoup plus fort dans tous les pays avancés vis-à-vis des autres partenaires, car les gouvernements et les parlements ont un rôle à jouer et les partenaires sociaux ont un rôle à jouer. S'il y avait consensus pour se dire nous devons faire toutes nos négociations salariales en tenant compte du fait que l'inflation à venir est de 2%, on serait dans un univers différent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et encore une fois, je crois qu'il ne faut pas que les banques centrales croient qu'elles sont les maîtresses absolues de tout. Il ne faut pas que les autres partenaires croient que les banques centrales sont, comme on dit souvent en anglais, the only game in town. Ouais. Non. Les autres partenaires ont un rôle extrêmement important à jouer et je crois que personne ne peut faire le reproche aux banques centrales, certainement pas au Japon, certainement pas aux États-Unis, certainement pas en Europe, de n'avoir pas été assez conscientes de leurs responsabilités, assez actives et assez dynamiques. On ne peut pas dire ça. Bon, il faut qu'elles exercent leur dynamisme aussi sur les autres partenaires. Ouais. Avec l'idée, ce qui fait peur, c'est de se dire qu'on pourrait assister à une forme de japonisation de la zone euro. Encore une fois, ce n'est pas une menace, avec la capacité derrière, pour les banques centrales, même si ce n'est plus le sujet, de remonter les taux, parce qu'aujourd'hui c'est fini. On se parlait il y a 3-4 mois, on parlait de combien de hausses de taux, éventuellement de stabilité, maintenant on parle de baisse. Quoi. On va voir encore une fois, oui. N'oubliez pas ce qui s'est passé entre-temps, c'est ce lancement d'une querelle commerciale mondiale. Oui, mais la croissance mondiale, c'est 3,8%. Oui, mais la croissance mondiale, elle dépend terriblement aux yeux de l'ensemble des observateurs et des économistes, elle dépend quand même terriblement aussi, évidemment, du commerce mondial et de la dégradation éventuelle formidable du commerce mondial. On a déjà dit à quel point nous étions vulnérables. Je crois qu'il faut être très très conscient de cette vulnérabilité et comprendre, si vous voulez, qu'on est en présence, encore une fois, d'une situation qui est en effet aggravée, incontestablement aggravée au cours de ces derniers mois, et je n'hésite pas à dire principalement du fait des États-Unis. On va en parler des États-Unis. Juste un dernier mot pour parler encore une fois, les marchés qui se sont envolés après le discours de Mario Draghi, on en a parlé, mais au-delà de ça, ça prouve une erreur peut-être de lecture, d'interprétation, mais aussi le fait qu'on en parlait déjà hier, les marchés sont accros à ces taux bas, ça prouve ça. Ils oublient la conditionnalité alors qu'il y a de la conditionnalité dans les propos de Mario Draghi, ils entendent baisse de taux, QE, hop, les marchés actions montent. Oui, mais c'est une erreur. Écoutez, les marchés ont toujours raison dans le court terme. Donc ceux qui ont acheté et vendu, c'est les marchés ont tous les jours raison, mais n'ont pas toujours raison. Non, de temps en temps, ils se rendent compte qu'ils sont complètement en dehors, si vous voulez, d'un équilibre raisonnable et d'un équilibre, d'un vrai équilibre de long terme ou de moyen long terme. Les marchés sont binaires, c'est du tout ou rien à tout moment. Et donc, moi, si vous voulez, j'ai eu à gérer la Grèce, alors que la Grèce était manifestement ultra vulnérable, mais les marchés ne voyaient aucune vulnérabilité grecque. Il a fallu qu'il y ait des événements aussi monumentaux que le dépôt de bilan de Lehman Brothers et des changements très profonds dans la perception par les marchés des risques privés comme des risques publics pour qu'on ait tout d'un coup la réalisation de changements de perspective monumentaux. Mais pour vous, les marchés sont toujours drogués au taux bas, à la liquidité pas chère. C'est toujours la réalité aujourd'hui, on en est encore là aujourd'hui. Les marchés sont en permanence dans une situation où ils privilégient le court terme aux dépens du moyen-long terme jusqu'au moment où ils prennent conscience du fait. Pour ça d'ailleurs que on parle des banques centrales et on a raison, elles ont une influence colossale bien entendu sur les taux. Ceci dit, la prochaine hausse magistrale des taux, elle pourrait très bien venir des marchés eux-mêmes. Ouais. Quelles que soient les politiques monétaires des banques centrales. C'est pas le sens à court terme là. On verra, on verra. Pour l'instant. Mais encore une fois, n'oubliez pas ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Là aussi, la capacité d'oubli que tous les participants du marché peuvent avoir est incroyable. Incroyable. C'est une erreur, cette incapacité à faire preuve de mémoire. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a 6 mois, on se parle tous les trimestres, tous les trimestres. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On parlait encore une fois de hausse de taux. Et puis aujourd'hui, la question c'est la baisse. C'est quand même incroyable en 6 mois d'avoir un tel retournement de politique monétaire. Ne changeons pas. Il y a eu des étapes, mais elles ont été très resserrées. Il y a les États-Unis. Alors là, ce que vous dites est parfaitement exact. Ils étaient dans une phase de hausse des taux, on l'a déjà dit,
puis dans une phase de stabilisation, puis maintenant... Mais on ne voit pas la récession aux États-Unis. Ils ont peur de la récession, les Américains. Mais on ne la voit pas. Les indicateurs, ils sont mitigés, on va dire, aux États-Unis. Ils passent 3% de croissance au premier trimestre, a priori vous savez comment au deuxième. Vous connaissez le raisonnement de beaucoup d'observateurs aux États-Unis, qui est que quand vous avez une inversion de la courbe des taux, ça préannonce une récession dans peu de temps. Donc, ça la préannonce plus de fois qu'elle se produit réellement, d'ailleurs. Bien entendu, évidemment. Mais il faut se mettre un peu dans cet état d'esprit-là pour comprendre une partie de la réaction du marché aux États-Unis et des pressions de marché qui ont pu s'exercer sur la Banque centrale. Mais vous avez mille fois raison aux États-Unis, c'est on hausse, puis on est plat, puis on anticipe une baisse Tout ça prochaine. En 6 mois En très peu de temps. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, quand vous avez un point d'inflexion, c'est un point d'inflexion. Je ne dis pas que c'est justifié. Mais je dis que... Moi, c'est ça ma question. Encore une fois, les données macroéconomiques américaines ne sont pas catastrophiques pour que ça justifie, à mon sens, une baisse de taux. Non, je me trompe peut-être. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'observateurs éminents disaient, et je pense à l'un d'entre eux en particulier, Larry Summers, si l'on veut avoir les moyens nécessaires pour lutter contre l'inflation, il faut avoir 5% à peu près, parce que 500 points de base, c'est ce dont on a besoin en politique monétaire pour lutter contre la phase récessive du cycle. Là, on est, sauf erreur de ma part, à 2,25 et le même Larry Summers a tendance à dire vous devriez baisser immédiatement de 50 points de base. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où effectivement il y a, je ne dis pas que c'est le sentiment majoritaire, mais c'est un sentiment important et influent aux États-Unis que de dire la récession est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Alors, en Europe, ce n'est pas la même chose. Non. En Europe, on est dans une situation où, d'un côté, en effet, les indications données à l'avance sur ce que fera la Banque centrale européenne ont été repoussées de 6 mois, vous vous en souvenez, mi-2020. Et donc, c'est mi-2020 que la Banque centrale européenne dit on pourrait, le moment venu... mais ça, c'est caduc maintenant, ça. Non, on ne peut pas dire que c'est caduc, c'est le guide pour la conduite à venir qui demeure valide et qui a comment dirais-je, la validité donnée par la dernière conférence de presse de Mario Draghi. Là, encore une fois, l'interprétation immédiate, Draghi préannonçant des choses très très différentes, là je mets ça complètement de côté parce que ce n'est pas, encore une fois, la position de la Banque centrale européenne. Mais c'est ce que les marchés au moment où nous parlons. Les marchés, encore une fois, ont retenu un changement de perspective important et ils en ont tenu compte de manière spectaculaire. Encore une fois, pour le moment, ce n'est pas, en effet, ce qui a été dit par Mario Draghi, parce que c'était dans l'hypothèse où la Banque centrale européenne serait soi-disant sans aucune capacité de réaction. Et, je note en tout cas cette erreur de grille de lecture de la part des marchés, encore une fois, suite au discours de Mario Draghi. On va voir ce qu'il en sera. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci d'avoir été avec nous, donc Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui était donc l'invité en direct de la grande interview, en direct donc sur Boursorama. Merci. À bientôt.